Alors je vous propose à présent que nous fassions un détour outre-Manche à présent. On va décrypter l'actualité au Royaume-Uni avec vous Naïma M. Fadel, avec vous Magali Vicente, Mathieu Hoc et Arnaud Klarsfeld, puisque figurez-vous que plus de 111 000 personnes ont demandé l'asile au Royaume-Uni ces 12 derniers mois. C'est un record historique, selon les chiffres publiés ce jeudi par le ministère de l'Intérieur. Une publication qui intervient alors que le gouvernement travailliste de Keir Starmer est confronté à une grogne très forte des élus locaux et des résidents opposés à l'hébergement de ces dizaines de milliers de demandeurs d'asile dans les hôtels. On voit les précisions de François Tiskiewicz et puis nous décryptons tout cela ensuite. Ce sont des chiffres et des records dont le gouvernement de Keir Starmer se serait bien passé. De juin 2024 à juin 2025, un total de plus de 111 000 personnes ont demandé l'asile au Royaume-Uni, un record depuis le début des relevés en 2001. Autre chiffre, autre record, depuis le début de l'année, près de 28 000 migrants sont arrivés à bord de petits bateaux après avoir traversé la Manche. La publication de ces résultats par le ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni intervient alors que le gouvernement travailliste de Keir Starmer est confronté depuis juillet à des manifestations contre l'hébergement de dizaines de milliers de ces demandeurs d'asile dans des hôtels. Ce mardi, la Haute Cour de Londres a d'ailleurs ordonné à un établissement situé à Epping de cesser temporairement d'héberger une centaine de demandeurs d'asile. Ils ont jusqu'au 12 septembre pour quitter l'hôtel. Des élus locaux conservateurs ont indiqué qu'ils allaient à leur tour demander le départ des migrants hébergés dans des hôtels situés sur leur territoire. Le Premier ministre britannique a promis d'arrêter d'avoir recours à ce type d'hébergement, jugé trop onéreux d'ici 2029. Fin juin, plus de 32 000 demandeurs d'asile étaient encore logés dans des hôtels, soit une augmentation de 8% en un an. Ce jeudi, le gouvernement britannique a défendu son action en affirmant que les expulsions avaient augmenté de 25% au cours des 12 derniers mois. Ça serait intéressant de savoir aussi combien de chambres d'hôtel sont occupées par des demandeurs d'asile en France. On va peut-être pouvoir l'évoquer avant, mais avant, restons au Royaume-Uni. Mathieu Hoc, on voit cette grogne croissante des élus locaux, on voit cette grogne des habitants. Pourtant, le Royaume-Uni avait durci le ton ces derniers temps. On voit bien que finalement, ce n'est pas dissuasif. La réalité est là. Il y a une submersion qui est en train de s'opérer. Et il y a plusieurs éléments, mais effectivement, aujourd'hui, au Royaume-Uni, mais comme dans les pays de l'Union européenne, le droit d'asile est devenu un droit d'exil. C'est-à-dire que les jurisprudences qui justement organisent la notion de droit d'asile et le périmètre de personnes que ça recouvre ont étendu de manière déraisonnable l'accès à la filière asile dans tous les pays européens et au Royaume-Uni également. Donc, par exemple, le droit d'asile, pour le schématiser, au 19e siècle, c'est Victor Hugo qui fuit Napoléon III au Royaume-Uni. Or, aujourd'hui, maintenant, ce sont les Gazaouis, ce sont les Afghans, les femmes afghanes, par exemple, etc., etc. Donc, on a élargi de manière déraisonnable le périmètre du droit d'asile. Ensuite, après ceci étant dit, à partir du moment où la plupart des demandeurs d'asile, c'est un peu moins vrai au Royaume-Uni, mais c'est surtout vrai en France, sont déboutés du droit d'asile, il y a 35% au Royaume-Uni et 65% en France. La question, c'est comment aujourd'hui vous traitez en amont et en aval la question des demandeurs d'asile. Et c'est pour cela aujourd'hui que les élus locaux sont en colère. C'est pour cela aussi que les Britanniques sont en colère. C'est parce qu'ils ont fait le Brexit en 2015-2016 avec l'idée qu'ils allaient reprendre le contrôle sur leur destin, reprendre le contrôle sur la politique migratoire. Il y avait un sondage post-Brexit qui disait un Britannique sur deux a voté pour le Brexit pour que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, pardon, puisse contrôler ses frontières et sa politique migratoire. On voit bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas puisque les chiffres d'immigration atteignent des records au Royaume-Uni. Ceci étant dit, le sujet qui est apporté aujourd'hui pour le Royaume-Uni, c'est que le prédécesseur de M. Starmer avait fait la loi Rwanda, on se souvient, c'est-à-dire un accord avec le Rwanda pour que justement les demandes d'asile soient traitées là-bas ou que pour que les déboutés de droit d'asile soient renvoyés et expulsés vers le Rwanda. Le gouvernement travailliste a mis un stop à cette proposition-là, alors que c'était en disant, en gros, expulser un migrant qui demande l'asile au Royaume-Uni vers le Rwanda, ça coûte plus cher. Nous, on avait fait les calculs. Une expulsion vers un pays tiers, c'est à peu près entre 15 et 20 000 euros ou livres en l'occurrence. Alors, euros, nous, on travaille en euros. En revanche, le coût d'un demandeur d'asile au Royaume-Uni, c'est, quand on fait les calculs, c'est 35 000 euros uniquement pour l'hébergement, donc les hôtels, mais c'est également la santé, c'est également l'insécurité. Et ça peut monter à 100 000 euros par
migrants aujourd'hui? Est-ce que le contribuable britannique comme français, parce que c'est le même sujet, a envie de payer autant d'argent pour des gens qui ne respectent pas les lois fondamentales? La réflexion sur cet accueil, elle doit être profonde, parce qu'il se joue, au fond, c'est l'équilibre d'une société. Je vais vous donner cet exemple en travaillant le sujet. Je suis tombé sur cette petite commune d'Angleterre, Westerfield, alors j'espère que je prononce bien, elle comptait 800 habitants, 600 migrants sur les 800 habitants, puisque la base aérienne, elle a été transformée en centre pour migrants, justement pour que ces personnes ne soient pas accueillies dans des hôtels, ça coûtait trop cher. Forcément, quand vous accueillez autant de demandeurs d'asile par an, Naïma M. Fadel, faut pas s'étonner que tout cela coûte cher, faut pas s'étonner qu'il y ait un souci donc financier, également sécuritaire, également identitaire, et que finalement les citoyens n'en peuvent plus. Voilà, ça déséquilibre tout le monde. Vous accueillez mal et les citoyens, eux, ne s'y retrouvent pas non plus. Donc il y a une réflexion sur cette notion d'accueil aujourd'hui. Oui, c'est exactement ça. Mais je crois que Mathieu l'a dit. Auparavant, on accueillait quelques réfugiés, souvent des écrivains ou bien des opposants politiques. Aujourd'hui, c'est devenu un principe. C'est-à-dire que quand vous voyez que toute personne qui vient d'Afghanistan, par principe, elle est considérée comme réfugiée et elle a le droit d'asile, alors qu'on sait très bien que les personnes qu'on accueille d'une manière massive, et d'ailleurs le directeur de l'OFI, Didier Lesky, lui-même a dit ses craintes, puisqu'aujourd'hui on a 150 000 Afghans qui sont majoritairement à 99%, ce sont des hommes, des jeunes hommes qui sont loin d'être en réalité des réfugiés, des demandeurs d'asile comme on pouvait le voir il y a une vingtaine, trentaine d'années. Donc le problème, c'est le trop-plein aussi. Puis il y a la question aussi de l'intégration. Comment vous pouvez assimiler des personnes que vous accueillez d'une manière massive, alors qu'on peut assimiler, notamment, je sais que c'est un gros mot, mais assimiler dans le bon sens de la définition des individus, mais pas des masses d'individus. Aujourd'hui, si on parle de notre pays, on accueille par exemple des jeunes mineurs non accompagnés ou des personnes d'une manière massive qu'on répartit dans les différentes communes, pour rejoindre votre exemple au Royaume-Uni, qu'on répartit 50, 100, 150 personnes par ethnie, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des conflits interethniques, donc comment voulez-vous, donc ils vont rester entre eux et on va avoir du mal effectivement à faire en sorte qu'ils puissent s'assimiler à notre pays, et puis ça posera forcément des problèmes dans le village où ils vont arriver. D'ailleurs ça pose des problèmes, parce qu'on a eu déjà des cas d'exemples où ça a posé des problèmes au niveau des riverains. Et regardez, au Royaume-Uni, ce risque d'émeute aussi, on se souvient d'ailleurs qu'il avait éclaté devant un hôtel accueillant justement des demandeurs d'asile. C'était après la mise en examen d'un résident de l'établissement, c'était un demandeur d'asile éthiopien qui avait été poursuivi par la justice pour des agressions sexuelles. On se souvient. Ce qu'on constate, Magali Vicente, effectivement, c'est qu'il ne s'agit pas de pointer du doigt ces demandeurs d'asile. Ils ont certainement des bonnes raisons de quitter leur pays, mais c'est le politique qui ne se rend pas compte de cette réalité, c'est-à-dire qu'il abandonne aussi sa population quelque part. C'est ça aujourd'hui que ça révèle la situation au Royaume-Uni. Vous le disiez très bien, Olivier, la question elle est sociétale. Et j'inviterais vraiment les politiques à se poser la question, au-delà d'être terrés derrière le manque de courage politique de traiter ce sujet de l'immigration, de se poser la question de dans quelle société en fait on vit, dans quelle société on souhaite vivre, et vraiment quelle société, voilà, quelle société pour nos citoyens, qu'ils soient français, étrangers, réfugiés, demandeurs d'asile, quelle société l'on veut. C'est ça en fait. Il faut arrêter de toujours mettre le bâton de la politique migratoire et la censure sur le fait de ce côté tabou de ne pas évoquer cette situation. Plus largement, c'est quoi la société dans laquelle on souhaite vivre dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Actuellement, on l'a pas. C'est-à-dire qu'on a un chef de l'État qui l'a jamais porté depuis qu'il est à la tête de la France, et on l'a toujours pas parce que on est drainé par des sujets de concrets, de terrain, des problématiques à gérer, et on n'a jamais cette hauteur qui est prise. Voilà. Mais nos citoyens ont besoin d'être guidés sur l'avenir qui leur est donné. Et aujourd'hui, ce que vous parlez, ce sujet que vous évoquez en Angleterre, on le vit en France, et on le vit actuellement encore à Paris, puisque dernièrement, il y a eu à nouveau des affrontements qui ont eu lieu dans le Marais, parce que les migrants qui étaient devant l'hôtel de ville de Paris sont partis dans un coin du Marais, mais ils sont plus de 200 en toile de tente avec des
des affrontements tous les soirs avec les habitants. Et instrumentalisé aussi par ces fameuses associations qui mettent la pression. Mais bien sûr. C'est pour ça que la question elles ont une responsabilité aussi, ces associations, il faut le dire. Mais oui, mais l'État a des responsabilités aussi parce qu'il les finance. C'est près d'1 milliard aujourd'hui, les fameuses ONG. Le problème, c'est aussi en termes vraiment raisonnables, c'est l'impact aussi social, c'est-à-dire le fameux impact aussi sur le fameux état de providence. Aujourd'hui, c'est pas possible. D'ailleurs, le Danemark est revenu de tout ça. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, ils se sont dit, on a un pacte, un contrat social où l'ensemble des Danois sont contributeurs, et il ne peut pas aller à l'ensemble de ceux qui peuvent arriver parce que ça remet en cause ce qui a été construit. Voilà. Et aujourd'hui, on est débordé aussi en termes parce que c'est le droit inconditionnel. Il faut savoir que quand vous accueillez des migrants, c'est le droit inconditionnel, donc beaucoup plus que les autochtones. Il faut le savoir. C'est le droit à l'hébergement, c'est le droit aux prestations sociales, etc. Et même les OQTF aujourd'hui bénéficient des prestations sociales. C'est ce déséquilibre que ne comprennent plus les citoyens. Peut-être cette interrogation, puisque on a parlé de cet accord conclu avec Paris justement et Londres. Il est entré en vigueur d'ailleurs au début du mois. Et il prévoit le retour en France de migrants arrivés à bord de petites embarcations au Royaume-Uni en échange de l'envoi d'outre-Manche de migrants se trouvant en France. Voilà, un échange d'ailleurs, et on l'avait vu, où la France était plutôt perdante. Est-ce que effectivement ce chiffre record de demandeurs d'asile au Royaume-Uni, Arnaud Klarsfeld, ne va pas aussi avoir un impact direct sur notre territoire ? La question peut se poser, effectivement. Sur l'asile, c'est vrai, c'est vraiment un problème très complexe. Quand on a signé la convention sur les réfugiés en 1951, c'était pour protéger ceux qui étaient menacés en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe social. La date à laquelle on l'a signé, cela concernait essentiellement les réfugiés qui étaient des réfugiés européens après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une extension en 1967 par le protocole de New York pour, disons, est-ce que cela devienne universel. Mais à cette époque, même en 1967, il n'y avait pas d'abord cette démographie galopante dans certains pays d'Afrique et ailleurs. Il n'y avait surtout pas ces moyens de locomotion qui se sont développés. On n'imaginait pas alors que des bateaux pourraient partir des côtes d'Afrique et venir en Europe. Donc, on peut se poser la question de savoir si cette convention qui est toujours en place, celle de la convention de 51, son protocole de 67, est toujours adaptée au temps moderne. Mais en même temps, le droit d'asile fait partie quand même, d'une part, de notre bloc constitutionnel, et d'autre part, de la manière dont on voit l'humanité. Mais une grande partie de ces réfugiés n'obtiennent pas le bénéfice de l'asile et ne repartent jamais. Donc une solution, ce serait que l'examen du droit d'asile se déroule à l'extérieur et on accueille ensuite. À l'extérieur du continent européen, sous l'égide de groupes d'organisations comme le HCR ou d'autres à créer dans des endroits qui sont des endroits convenables et qu'on ne fasse venir en Europe que ceux qui ont une chance raisonnable d'obtenir l'asile. Du dossier est validé. Mais aussi, il y a le problème de la Convention européenne des droits de l'homme qui se développe et le problème de la notion de groupe social qui permet d'inclure des gens comme l'excision, l'homosexualité, qui méritent d'être admis. Mais on peut se poser la question, si toutes les personnes homosexuelles d'Afrique viennent en Europe, ça fait quand même un nombre considérable de gens. Aujourd'hui, on vient par bateau, mais imaginons que dans 50 ans, on puisse se téléporter en Europe. On ne sait pas. Qui aurait imaginé qu'on ait un fax? Donc, le droit d'asile doit s'adapter au changement démographique, sans doute, et au changement du mode de locomotion, parce qu'il n'est pas normal, certaines personnes considèrent qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui vienne de Mongolie se retrouve à demander l'asile à Nantes, alors qu'il traverse tout un tas de pays dans lesquels il aurait pu demander l'asile.